Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de vous être inscrites à cette conférence du jour sur le thème de l'intégration de l'éco-conception. Alors on a quelques privilèges en tant que speaker, c'est qu'on va pouvoir enlever le masque. Donc on est ensemble pour 3 quarts d'heure. Je vais lancer à peu près le timing pour qu'on essaye de respecter ou de pas trop déborder. Donc le thème, comment on intègre l'éco-conception dans le développement de gamme, produits, services et emballages. Pour parler de ce sujet, il y aura 3 intervenants. Donc, moi-même, cofondatrice de Maobi, je m'appelle Marion Lapré. Je redirai quelques mots sur Maobi. On a la chance d'avoir Emmanuel Colonna de Blédina qui a fait le déplacement pour pouvoir témoigner en direct. Donc ce sera le 2e témoignage. Et on aura également le témoignage de Rémi-Pierre Laprand de Maison du Monde, donc qui n'a pas pu être là physiquement, mais dont on a pu avoir le témoignage vidéo. Donc 2 mots sur Maobi. On est une agence d'innovation responsable. Donc notre mission, c'est d'accélérer la transition éco-responsable des entreprises, depuis la vision jusqu'à l'éco-conception des gammes, donc produits et services. On vous propose, pour le thème du jour, de démarrer par une vision. Si demain, toutes les entreprises industrielles ou les distributeurs doivent avoir 100% de leur offre éco-conçue, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment on va s'y prendre pour atteindre cet objectif? Si on prend un petit peu de recul sur la RSE et la manière dont les entreprises intègrent la RSE au sein de leurs process, de leurs opérations, 30 ans en arrière, on se rend compte que finalement, il y a une intégration qui a été de plus en plus concentrique pour se rapprocher, depuis une petite dizaine d'années, du cœur de réacteur, c'est-à-dire l'offre produits et services qui peut représenter jusqu'aux 3 quarts, 80% de l'empreinte environnementale d'une entreprise. Donc l'éco-conception, elle se situe ici, vraiment au cœur de l'offre, et elle nous aide, c'est un levier pour améliorer la performance environnementale des produits et services que met sur le marché une entreprise. 2 petits mots pour peut-être remettre à niveau l'ensemble des personnes sur ce qu'est l'éco-conception. Donc l'éco-conception, c'est une manière donc de concevoir des produits, c'est un sujet technique qui consiste, dès la phase d'idéation ou de conception d'un produit, à se poser la question de sa performance environnementale tout au long du cycle de vie. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme matière? Comment je les assemble? Comment tout ça, ça se transporte aux différentes étapes? Quand je le mets sur le marché, c'est quoi l'impact? Quels sont les emballages? Et bien sûr, la phase d'usage. Quand mon utilisateur utilise le produit, est-ce qu'il y a des impacts également? Et enfin, la fin de vie. Donc vraiment, c'est concevoir un produit en se disant, bien sûr, est-ce que ça répond à des usages et à quel prix on va le vendre, mais surtout intégrer cette nouvelle notion de performance environnementale. Ça répond donc à 4 objectifs, l'éco-conception, améliorer la performance environnementale, dit autrement, réduire l'empreinte environnementale, mais c'est une manière plus positive d'en parler. Aligner finalement les engagements d'une stratégie RSE ou d'une stratégie de marque responsable avec l'offre. Réduire les coûts, puisque l'éco-conception, l'un des leviers, c'est la réduction de la quantité de matériaux, donc ça a un impact direct sur les coûts de revient. Et enfin, si on se pose la question, comme toute entreprise, de se dire ok, je fais des efforts, je mets beaucoup de choses en marche, comment je vais pouvoir le valoriser, qu'est-ce que je vais raconter à mon consommateur? Ça permet également d'apporter une caution sérieuse sur la communication environnementale, notamment produit. Alors on s'appuie sur une méthode, des outils, mais c'est plutôt une méthode, ce qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, qui est une méthode scientifique normée, donc il y a une norme ISO, qui permet de quantifier ces impacts environnementaux tout au long du cycle de vie. Donc une analyse de cycle de vie, il y a 4 principes clés. Elle est objectif dépendante, c'est-à-dire que avant de faire une ACV, il faut toujours se poser la question à quoi elle va me servir? Améliorer la performance de mon produit, par exemple. Donc toujours se poser la question de l'objectif. Être orienté fonction, donc on se pose toujours la question de quel est le service que j'apporte à l'utilisateur pour pouvoir réaliser des calculs d'impact environnementaux par rapport à ce service. Exemple, je parle d'un aspirateur, ça va être quoi les impacts environnementaux pour aspirer un appartement de 90 mètres carrés pendant un an. Donc on va vraiment avoir cette notion de service. Et bien entendu, on va être multi-étapes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, matières premières, fabrication, fin de vie. Et enfin, multi-indicateurs. On ne va pas regarder que le CO2 ou que les déchets. On va avoir plusieurs indicateurs environnementaux pertinents pour la catégorie et pour éviter les transferts de pollution. Si je fais une action d'éco-conception qui optimise mon empreinte carbone mais que je dégrade fortement l'empreinte eau, c'est un petit peu dommage. Donc toujours multi-indicateurs. Donc on comprend que l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie, c'est quand même des sujets techniques.
Or, quand on développe des produits, dans une entreprise, il y a des personnes techniques, il y a la qualité, il y a la production, il y a la R&D, mais il y a aussi le marketing, la communication, enfin, c'est des équipes multimétiers. Donc, il faut arriver à embarquer tout le monde sur ces thématiques techniques. Alors, juste pour, pareil, vous montrer, parce que je ne sais pas le niveau de compréhension ou de connaissance des sujets, un exemple de résultat très synthétique d'une analyse de cycle de vie, donc c'est vraiment une synthèse, hein. Ici, vous avez les différents impacts environnementaux étudiés, changement climatique, eutrophisation, c'est impact sur l'eau, et quantité d'eau consommée. Donc on a rapporté les impacts en base 100, et vous avez, ici c'est un emballage, plusieurs types d'emballages, avec l'emballage de référence à chaque fois sur la gauche en rose, et puis différentes actions d'éco-conception mises en œuvre. Si je vous prends le dernier, c'est intégrer du RPET, donc un polymère recyclé, qui est en marron. En fait, l'IACV permet donc d'évaluer de manière sous forme d'études qu'est-ce qu'on va gagner comme impact environnemental, en performance environnementale tout au long du cycle de vie, si je mets en œuvre telle ou telle action. Donc en général, quand on présente ce type de schéma, et là il est encore assez joli, plutôt simplifié, quand on est dans une équipe projet multimétier, on peut avoir différentes réactions. Alors la pire, c'est celle-là, c'est que là on a braqué tout le monde, les gens sont un peu effrayés. Et la deuxième, pour les personnes qui s'accrochent, parfois c'est intéressant, mais bon, ok, ça me sert à quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je raconte à mon conso? Ou en quoi ça nourrit ma stratégie de marque ou ma communication produit? Donc du coup, on a un vrai enjeu de simplifier, de vulgariser ces sujets d'ACV, d'éco-conception, pour que tout le monde se les approprie facilement. Alors, l'expérience que l'on a chez Maobi des différents d'industries, alors maintenant il y a beaucoup d'entreprises à transformer, mais on constate qu'il y a deux niveaux à date d'intégration à peu près différents de l'éco-conception dans les process des entreprises, avec des niveaux de maturité différents. On a beaucoup d'entreprises qui font, peut-être même sans le savoir, de l'éco-design to cost. J'optimise mes quantités, j'optimise du coup mon coût de revient. Ça, c'est assez classique. On a des approches qui sont plutôt souvent menées par les directions marketing qui se rendent bien compte que les consommateurs ont des attentes et évoluent. Donc avec des gammes capsules qui peuvent être développées, mises sur le marché, qui fonctionnent bien, mais qui restent des gammes donc capsules, éco-conçues. Et puis on a pas mal d'industriels qui ont intégré l'éco-conception par la technique et par notamment la performance environnementale des matériaux et qui utilisent même parfois déjà des logiciels d'analyse de cycle de vie. Donc ils sont capables déjà de calculer les impacts environnementaux d'une matière et d'un procédé. Ce qu'on constate ici, c'est que voilà, on peut avoir un effet silo où il y a la R&D qui travaille d'un côté, le marketing, et que finalement, faire travailler tout le monde ensemble peut être parfois difficile. Autres familles d'entreprises qui ont déjà bien intégré l'éco-conception de l'analyse de cycle de vie, à la fois soit avec des outils d'ACV, soit avec des démarches d'éco-conception très structurées et avec des KPI, et voire même l'intégration complète dans les process de développement produit et dans les process d'innovation. Donc en France, par exemple, on a des entreprises comme Laboratoire Expansion, Decathlon, puis Ikea International, qui ont déjà intégré fortement l'éco-conception dans leurs outils et dans leurs process. Les questions que les entreprises se posent quand elles se disent « bon, on a déjà fait des choses en éco-conception, mais on a envie de rendre systématique cette approche dans nos process de développement produit », on a plusieurs types de questions. C'est bon, super, on fait de l'ACV, mais on n'arrive pas à embarquer les autres métiers, le marketing. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout le monde s'approprie ces sujets-là et qu'il y ait une dynamique? Comment on rend facile l'intégration de l'éco-conception avec un outil simple mais robuste? Comment vulgariser l'ACV d'éco-conception pour éviter ce qu'on a vu tout à l'heure? Et puis, il y a un autre sujet aussi qui est légitime, c'est bon, à partir de quand moi je décide qu'il est éco-conçu mon produit finalement? Qu'est-ce qui définit ça? Donc ça, c'est différentes questions que peut-être vous vous posez, que les entreprises se posent, et auxquelles on essaie de répondre avec l'outil que je vous présenterai tout à l'heure. Un point important sur ce sujet, c'est quoi un produit, c'est quoi un emballage éco-conçu? C'est important à la fois en interne, pour être capable de se dire, dans l'entreprise, on a 30% de nos emballages éco-conçus, objectif 2025, 100% des nouveaux emballages. Il faut bien vous définir c'est quoi un produit éco-conçu. Donc là, un point qui est assez important, aussi bien pour l'interne que pour ensuite la manière de le valoriser auprès des consommateurs, c'est qu'aujourd'hui,
il n'y a pas de cadre réglementaire qui dit, OK, pour qu'un sac à dos soit éco-conçu, il faut ça, en performance environnementale, carbone, eau, etc. Il n'y en a pas. Par contre, il y a quelque chose qui est défini dans une norme qui dit qu'on a le droit d'utiliser l'allégation environnementale produit éco-conçu à partir du moment où l'entreprise a structuré une démarche, qu'elle s'est outillée, et donc elle a une démarche d'éco-conception. Donc c'est une norme, ce n'est pas une réglementation. Mais en tout cas, ça fait le lien avec le thème d'aujourd'hui, c'est que pour qu'un produit soit éco-conçu, il faut être capable d'éco-concevoir et donc il faut être outillé, il faut avoir une démarche intégrée dans votre entreprise. Du coup, on a développé la note d'éco-conception que je vais présenter après, qui permet finalement de répondre à ces interrogations et de déployer efficacement l'intégration de l'éco-conception dans les organisations. À la fois auprès de métiers techniques et non techniques. Alors, qu'est-ce que c'est que la note d'éco-conception? Ce sera présenté par Maison du Monde un peu plus dans le détail, mais en gros, c'est un outil d'évaluation qui permet de calculer la performance environnementale d'un produit ou de comparer deux produits. C'est une notation sur 100, et c'est un point assez important, parce qu'en général, en éco-conception, on cherche à réduire. À part pour les fonctions, les directions achats, ce n'est pas une mécanique très naturelle. On cherche plutôt en général à augmenter ses marges, à augmenter ses ventes, etc. Donc on transforme en fait un impact environnemental qu'on doit réduire à un scoring sur 100 qui permet de motiver pas mal les équipes. Ensuite, cet outil doit être rapide à utiliser. Donc c'est un format checklist. Il n'y a pas de données à remplir. C'est du oui-non à chaque fois. Et elle est adaptée à toutes les fonctions du développement produit. On ne va pas parler d'eutrophisation. On ne va pas parler d'impact sur l'épuisement des ressources. On va simplifier ces impacts d'ACV en un discours compréhensible pour tous les utilisateurs. Alors l'enjeu, c'est de simplifier, c'est pas d'être simpliste, donc il faut quand même que ça aille dans le même sens que l'analyse de cycle de vie. Donc en général, pour développer une note d'éco-conception, qui est souvent spécifique aux entreprises, on a plusieurs étapes. On commence toujours par l'ACV pour être factuel sur les impacts environnementaux. Ensuite vient la question des choix, des critères. Ensuite, du développement de la note, et enfin, et surtout, du déploiement, pour ne pas avoir un outil qui a été développé, mais que personne n'utilise. Donc, sur l'ACV, les ACV en général, soit on peut utiliser des ACV que vous avez déjà réalisés, soit ce que l'on fait pour que la démarche elle soit globale, c'est qu'on peut prendre quelques produits qui sont représentatifs de vos grandes familles de produits. Par famille, ensuite, on identifie un best et un worst case. Sur cette famille-là, quel est le produit, à votre avis, le moins éco-conçu ou déjà le plus performant, parce que vous avez déjà fait des choses. Ça nous permet d'étalonner la note et de pouvoir ensuite, justement, répartir ces fameux points entre 0 et 100. Et enfin, l'ACV va nous permettre, quand on va développer l'outil, d'apporter de la robustesse à l'outil, parce qu'on va tester l'outil, en fait, en même temps qu'on va faire quelques ACV pour être sûr que ça va bien dans le même sens. Que quand j'améliore ma note, j'ai effectivement vraiment une réduction des impacts environnementaux. Choix des critères. Qu'est-ce que je mets dans mon outil, ma note d'éco-conception? Il faut arriver à prioriser, vous ne pouvez pas traiter tous les sujets environnementaux. Donc on sélectionne des critères à partir donc, des ACV qu'on a fait, de référentiels nationaux ou européens, donc le PEF par exemple. Et étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre sur qu'est-ce que c'est qu'un produit éco-conçu, et que également sur les outils d'éco-conception, les entreprises doivent traiter les vrais sujets de la catégorie, mais peuvent intégrer également d'autres thématiques qui font sens, comme par exemple, en éco-conception, on ne parle pas de consigne, mais si pour vous, vous êtes une marque qui souhaite être le meilleur de sa catégorie sur la consigne, on peut tout à fait intégrer un critère sur la consigne, par exemple. Donc on intègre différents critères qui peuvent être très pertinents pour la stratégie RSE, pour la marque, voire même, si vous avez des études consommateurs sur leurs attentes en termes d'éco-responsabilité d'offres de votre entreprise, on peut aussi décider de prendre en considération des études consommateurs. Toujours en étant sûr que ça va dans le même sens que la performance environnementale. La notation, donc là on va définir comment les différents critères vont être pondérés pour arriver à une note de 100. Et c'est un process vraiment itératif avec les équipes de développement produit, parce que la notation, elle doit être à la fois... nous, on va apporter la caution environnementale, mais il faut que la notation soit à la fois assez motivante pour les actions d'éco-conception qui ont déjà été mises en œuvre, et en même temps que ce soit une note qui permette une amélioration continue.
Donc par exemple, sur des critères qu'on pourrait prendre comme par exemple le recyclage, avec le best case et le worst case et les ACV qu'on a pu réaliser, on va définir des effets de seuil qui vont nourrir la fameuse checklist, des effets de seuil qui vont permettre d'être sélectionnés par la personne qui va vouloir évaluer sans avoir à re-rentrer des quantités de matière ou autre masse. On développe ensuite un outil sous Excel ou autre, c'est souvent la version 1, c'est sous Excel, et les FCT nous permettent vraiment de valider que c'est bien robuste et que ça va dans le bon sens par rapport aux impacts environnementaux. Une fois que l'outil est développé en co-construction avec les équipes développement produit, bah c'est le déploiement. Donc l'intégration dans les process existants, si vous êtes une grosse entreprise, il y a des process formalisés. Si vous êtes une plus petite entreprise, ça peut être quelque chose de plus léger. Dans les process donc, de développement et d'innovation, et la formation avec quelque chose qui peut être assez simple et durable. On peut faire des modules de e-learning pour être sûr que chaque personne qui arrive, du coup, peut prendre en main facilement l'outil. C'est un outil qui peut être pris en main, c'est une formation de 2 heures. Hein. C'est pas une journée. Voilà, ça c'est les différentes étapes. On aura des exemples qui vont un petit peu illustrer la manière dont cette note a été spécifiquement développée pour différents cas. Est-ce qu'on travaille sur un produit en agro? Est-ce qu'on travaille que sur l'emballage, ou est-ce qu'on travaille dans différents types de secteurs? Bien sûr, les critères évolueront en fonction des familles de produits et puis de la stratégie de marque, comme je disais tout à l'heure. Il y a les 5 points importants, selon nous, pour s'assurer que cette note, elle va être pertinente et utilisée. Premier point, cette note, il faut qu'elle serve, c'est un moyen opérationnel de mener une action et d'atteindre un objectif. Donc, ce qui est vraiment intéressant pour que tout le monde aille dans la même direction, c'est avant tout de définir une ambition qui soit à la fois, on appelle ça planète et user-centrique, mais une ambition d'éco-conception pour aligner et prioriser les enjeux de votre entreprise, pour savoir là où vous avez envie d'aller avec un horizon de temps. Il faut absolument prioriser, parce que c'est vrai, quand on regarde tout le cycle de vie, parfois on se dit, en ACV, il peut y avoir jusqu'à 10 indicateurs sur une ACV, donc la recommandation, c'est absolument prioriser 3 à 4 enjeux environnementaux maximum. Développer ce fameux outil, et qu'il soit, cette fameuse note d'éco-conception, qu'elle soit robuste, simple et intégrée dans les process. Et enfin, la co-construction pour que tout le monde, à la fois le marketing, les R&D, voilà, prennent part dans le développement de cette note et facilite son utilisation par la suite. On a un premier témoignage vidéo, donc je vous propose, si vous avez des questions, surtout notez-les, on prendra un temps bien sûr avant la fin, on a prévu 15 minutes pour répondre à des questions. Et on va enchaîner avec le témoignage de Maison du Monde, qu'on a accompagné sur le développement, donc la mise en place de cette note d'éco-conception. Ça fait 2 ans maintenant, je travaille avec eux. Bonjour tout le monde, donc je suis Rémi-Pierre Lapran, je suis chef de projet RSE chez Maison du Monde depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Chez Maison du Monde, on est engagé dans une démarche RSE depuis une dizaine d'années déjà, et si notre engagement s'est structuré d'abord sur l'origine des matières premières, notamment le bois qui est un enjeu important pour nous, ou encore les conditions sociales de fabrication chez nos fournisseurs, l'éco-conception, ça a tout de suite été identifié comme un levier important pour couvrir l'ensemble des enjeux du cycle de vie de nos produits. Donc, dès 2011, on a travaillé avec le soutien de l'ADEME à l'époque et en partenariat avec un fournisseur français au développement d'un premier canapé éco-conçu. Et depuis 2011, on continuait au fil des ans cette dynamique de développement de produits éco-conçus avec des nouvelles références, notamment dans la famille de produits des canapés. Puis on a lancé les trophées de la création durable, qui était un concours qui avait pour vocation d'encourager les étudiants designers vers l'éco-conception. Mais malgré tout ça, les produits éco-conçus restaient une gamme à part, des produits sur lesquels les actions étaient poussées jusqu'au bout, mais sans que ça soit une démarche d'amélioration continue pour l'ensemble de nos références. Et c'est ça qu'on a voulu faire en 2018 avec Maobi, encore une fois avec le soutien financier de l'ADEME, c'était de structurer la démarche pour l'adapter à l'ensemble de notre offre, qui est une offre de plusieurs milliers de références, pour tirer l'ensemble de l'offre vers le haut et pour se donner les moyens d'évaluer et d'améliorer la performance sociale et environnementale de tous nos produits en même temps. D'abord, le point de départ essentiel, ça a été l'implication de tous les métiers concernés par le développement de nos collections.
Avec Maobi, on a commencé par des ateliers de formation et de co-construction à l'éco-conception avec tous nos chefs de produits. Et ça nous a permis deux choses essentielles, ces premiers ateliers. C'était d'abord de co-construire la vision de l'éco-conception. On s'est posé la question, est-ce qu'on allait travailler sur le développement de nouvelles gammes 100% éco-conçues, pousser jusqu'au bout la démarche sur un nombre limité de gammes, ou est-ce qu'il ne fallait pas mieux essayer de travailler sur l'amélioration de nos best-sellers, avec des actions peut-être un peu moins fortes, mais sur des produits qui se vendaient beaucoup. Et c'est ça qui a été très important, c'est que cette ambition, elle n'est pas venue de la direction RSE, elle n'est pas venue du haut, mais elle a été construite avec les équipes elles-mêmes. En parallèle, ces ateliers, ils ont permis d'identifier tout de suite les acteurs essentiels à impliquer. Quand on est sorti de la première session de formation avec les chefs de produits, ils nous ont dit mais il faut absolument former les équipes qualité qui sont les meilleurs techniciens produits. Il faut former les stylistes qui interviennent en amont parce que les chefs de produits tout seuls n'étaient pas capables de s'approprier la démarche et n'étaient qu'un élément de cette démarche complète. Et donc ça a été très important pour embarquer tout le monde. Et finalement, ça nous a conduit, c'est pas ce qu'on avait prévu tout au départ, mais ça nous a conduit à former une quarantaine de personnes qui étaient vraiment essentielles pour intervenir sur l'ensemble du développement du produit. Et le deuxième temps fort après ces ateliers, ça a été un moment très marquant qui était le marathon éco-conception qui a été organisé début 2019. Ce marathon éco-conception, c'est qu'on a regroupé les équipes achats et qualité autour de 10 produits qu'on avait identifiés parmi nos best-sellers dans les différentes familles de meubles. Et on les a regroupés toute une journée en équipe pour identifier les pistes d'amélioration très concrètes pour améliorer l'impact environnemental de nos produits. Donc là, très concrètement, on s'est retrouvés avec le produit emballé sous les yeux par équipe et on a commencé à travailler en le déballant, donc se posant la question de la recyclabilité de l'emballage, du suremballage, en le montant sur la praticité, la quincaillerie, à penser à son usage et à penser à sa fin de vie également. Et ça a été quelque chose de très important pour rendre tout ça concret. Je citerai deux points forts. Le premier, c'est la méthode, c'est l'outil. On a développé un outil qui nous permet d'évaluer la performance sociale et environnementale de nos produits, qui est un outil adapté à nos enjeux Maison du Monde et qui est applicable à tous les produits meubles et grandes décorations. Je fais juste un petit point, une petite parenthèse, parce qu'il parle de la performance environnementale et sociale. En fait, on se rend compte que tant qu'à développer un outil, il n'est pas très compliqué d'intégrer d'autres indicateurs que l'environnement. Ça peut être notamment des critères sociaux ou des critères sur l'innocuité des produits. Et ça nous a permis d'évaluer environ 5000 produits de notre catalogue 2020. Et parmi ceux-là, d'identifier les produits les plus performants et d'identifier les pistes d'amélioration qui peuvent être généralisables. Donc quand même déjà un grand pas en avant. Le deuxième sujet, c'est le changement de vision. On est passé de ce que je disais tout à l'heure, de l'éco-conception comme une vision de produit parfait, à l'éco-conception comme une méthode de travail qui permet de s'améliorer de manière continue, d'intégrer l'ensemble de ces questions dès la réflexion des stylistes, des chefs de produits, des équipes qualité et dans toutes les étapes du développement des collections. Et ça, c'est un vrai changement de perception et qui ne nous a pas fait certes 10 produits parfaits, mais qui en travaillant sur notre dizaine de produits best-sellers, nous a permis d'identifier des pistes d'amélioration qui sont applicables à l'ensemble de la famille du produit. Sur les canapés par exemple, on a travaillé sur les intissés qui ont un problème de recyclabilité du fait de leur couleur, on a travaillé ça avec Écomobilier. En fait, cette piste-là identifiée sur un canapé est tout de suite applicable à l'ensemble des 1500 références de canapés qu'on peut distribuer chez Maison du Monde. Merci Rémi Pierre. Donc, ils n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Alors qu'on a la chance d'avoir Emmanuel qui va pouvoir intervenir. Donc Emmanuel, je te laisserai te présenter et on va échanger. Alors ça va être un format un tout petit peu différent, ça va être sur un format d'interview, il n'y a pas de slide qu'on va vous présenter. Bonjour à tous. Emmanuel Colonna, donc je travaille en fait chez Blédina dans le groupe Danone depuis déjà de nombreuses années. Aujourd'hui, je gère la partie innovation long terme et incubateur au sein de Blédina, dans notre division nutrition spécialisée France. Et donc j'ai la chance de travailler dans la plus grande bicorp française, voilà, qui fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. J'ai un double parcours technique
et marketing. Et vous verrez que sur des sujets comme ça nous a quand même beaucoup aidé, parce que je suis ingénieure de formation. Voilà. Allez, j'appuie. Alors Emmanuel, en fait, on va répéter les mêmes questions qu'avec Maison du Monde, mais finalement, c'est parti d'où cette volonté d'intégrer l'éco-conception dans le process de développement emballage? Donc effectivement, il y a un peu plus de 18 mois, on a décidé de travailler chez Blédina le sujet des emballages. Blédina, comme toutes les entreprises de produits de grande consommation, l'emballage fait partie intégrante en fait, de notre offre de produits, et ce qui nous donne aussi beaucoup de responsabilités par rapport à ça, même si néanmoins ça reste une toute petite part de notre empreinte carbone, notamment pour les industries agroalimentaires. C'est quand même l'agro-sourcing qui est la plus grosse part de notre empreinte carbone. Néanmoins, ce sujet-là, on voulait vraiment l'adresser et c'était extrêmement important. Avant de se lancer dans une démarche d'éco-conception, on a voulu prendre le temps de poser un diagnostic assez propre sur lequel qu'on a essayé de construire du coup avec notre écosystème, et c'est comme ça en fait qu'on a commencé à travailler avec Maobi pour construire du coup un diagnostic clair et se donner une vision, parce qu'on est d'abord parti sur donner une vision sur les emballages pour l'entreprise, avant d'être plutôt sur le moyen qui est l'éco-conception. Donc on a posé une vision sur être le leader en fait de la transition vers des emballages circulaires pour 2030 en alimentation spécialisée. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est notre étoile aujourd'hui. On a pu travailler avec aussi tout un écosystème externe d'étudiants, d'associations et beaucoup de collaborateurs de toutes les fonctions de l'entreprise à travers un hackathon qui nous a donné beaucoup d'idées de créativité. Enfin, en plus, on reste une entreprise assez créative, avec du coup tout un tas de projets. Des projets de rénovation de nos gammes, des projets d'innovation plus ou moins break ou moins break en tous les cas. Et est venu comme une évidence le fait qu'avant toute chose, il fallait en fait que dans notre process d'innovation, on structure en fait cette notion d'éco-conception. Et voilà, dans une boîte plus ou moins fortement processée, partir de cette partie-là et vraiment intégrer ça au process, c'est quelque chose qui est hyper important, parce que sinon on peut mener de manière sporadique des sujets de rénovation ou d'innovation très iconiques, mais qui n'ont pas de finalité ou de durabilité. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Et donc du coup, les moments forts, tu peux appuyer. Comment on s'y est pris? C'est bon? Ouais, les moments forts du coup donc, du démarrage de ce projet-là en tant que tel, qui a été quasiment le premier finalement projet qu'on a démarré. Donc ça a été effectivement la nomination de chef de projet à part entière pour gérer ce sujet-là, de le gérer en équipe pluridisciplinaire, notamment en mettant en œuvre, donc gérer au sein de mon incubateur avec une personne qui gère aujourd'hui des projets d'économie circulaire et qui est allée en fait s'entourer de toutes les personnes qui vivent le process d'innovation, on va dire standard. Alors c'est pas forcément le terme que je veux employer, mais notre innovation de tous les jours, de tous les mois, de toutes les années, de nos rénovations de gamme, etc. Donc elle est vraiment allée s'entourer de l'ensemble des chefs de produits marketing, des personnes qui gèrent donc en R&D l'innovation, mais aussi en activity, sur des équipes supply, pour pouvoir aboutir du coup à ce qu'on a construit. On s'est aussi entouré de l'ADEME. On a passé un peu de temps aussi avec des personnes de l'ADEME pour être assez robuste. Voilà, pour définir du coup ce que Marion vous a présenté jusqu'alors, notre fameuse note d'éco-conception, mais personnalisée à notre entreprise, qui fait du sens pour nos produits en fait. Et ça, c'était vraiment important. Ça reste une note plutôt environnementale par rapport à ce que Marion citait. Effectivement, on pourrait rajouter des critères sociaux, des critères qualité. Nous, par ailleurs, on les suit, et notamment en étant Bicorp, c'est des critères en fait, que nous suivons déjà par ailleurs. Donc là, aujourd'hui, on est sur une note d'éco-conception vraiment environnementale. Voilà. Donc on a mis à peu près 3 mois pour définir tout ça. On l'a lancé dans notre process pendant le Covid à peu près. Voilà. Et donc on a décidé, on avait prévu initialement de lancer un module de formation en présentiel, sur 2-3 heures, en tous les cas en présentiel pour l'ensemble des équipes. Puis on a saisi le Covid comme une opportunité de créer ce fameux module d'e-learning qui est à la fois esthétique, pratique, pérenne,
qui est plutôt une bonne nouvelle en fait. Enfin voilà, un bénéfice associé qu'on n'avait pas posé au départ et d'avoir quelque chose d'assez structurant du coup voilà, dans l'entreprise. Est-ce que la période qu'on traverse a changé quelque chose par rapport à la démarche, l'ambition, le rythme qui était fixé? Alors, en fait, donc la période un peu Covid, confinement, enfin on va dire ces 6 derniers mois, à la fois oui et non. Non, parce que ce sujet-là était, donc on a posé il y a 18 mois une ambition extrêmement forte, on était un peu en avance de phase et c'était plutôt bien. N'empêche qu'en industrie agroalimentaire et encore plus en alimentation infantile, et les choses prennent du temps parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est trop précieux et trop important ce qu'on a entre les mains. Donc même si les choses prennent du temps, on était plutôt pas mal en avance de phase. Donc non, ça n'a rien changé. Maintenant, par contre, la conviction qu'on a, c'est que oui, il fallait le faire et il faudrait aller encore plus vite et que des fois on est un peu frustré que les choses ne puissent pas aller un peu plus vite que ce qu'elles vont, mais après techniquement, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi, donc voilà. Okay. Est-ce qu'il y avait des freins? C'était pas forcément prévu, mais est-ce qu'il y avait des freins à lever sur l'intégration de l'éco-conception? Non, alors pas forcément de freins, mais par contre en termes de best practice, je pense que ce qui est important, il me semble que tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a, se dire que l'éco-conception c'est un moyen, c'est pas une fin en soi, donc il faut vraiment avoir une fin qui porte l'entreprise, et se dire qu'il faut l'intégrer aux bons endroits, c'est-à-dire les endroits qui sont forts dans votre entreprise, qui ont des vrais leviers. Nous, l'innovation en agroalimentaire, dans un groupe comme Danone, c'est notre process extrêmement important et fort. S'attaquer à ce process-là et intégrer dans ce process-là ce sujet-là fait que en fait, ça lui apporte sa résonance et ça lui donne encore plus de puissance. Donc voilà, utilisez chez vous ce qui fait le plus de sens pour que ce soit un incontournable, qu'il n'y ait pas de discussion. Nous aujourd'hui, voilà, on s'est donné une ambition en termes de KPIs d'être que nos nouvelles innovations à partir de 2021 soient 100% éco-conçues. Donc on ne lancera pas à partir de 2021 dans notre process qui est assez long. On ne lancera plus en fait de projets d'innovation s'ils ne sont pas éco-conçus. C'est quelque chose d'assez fort, ça prend du temps. On l'a posé, c'est un KPI, c'est un objectif. C'est comme quand on pose un taux de service client à 98%, mais il y a des années on est à 97%. Et ben on a la discussion. Et là, le fait de poser ce KPIs-là dans ce process-là important chez nous, ça nous permettra d'avoir la discussion. Voilà. Des fois, il y a des choses qui peuvent être compliquées, mais au moins, on aura cette discussion-là et le sujet sera un vrai sujet de discussion. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va avoir du temps pour répondre à des questions. Alors, ce que je propose, c'est que vu que Emmanuel vient juste de présenter, peut-être que si vous avez des questions que vous avez envie de poser à Emmanuel, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des interrogations? On va le faire à main levée parce qu'il y a un système de questions là, avec un site web, mais je pense que la salle est petite, ça va bien fonctionner comme ça. Bonjour, Loïc Bourret, je suis un indépendant, un particulier, donc j'interviens pas pour une entreprise. Par contre, ce qui m'intéresse dans votre présentation, vous avez dit qu'à partir de 2021, si une innovation qui est proposée n'a pas été éco-conçue, alors elle ne sera pas lancée. Ça signifie quoi au sein de votre entreprise? C'est-à-dire que quelqu'un va venir avec une idée et on va lui dire est-ce que tu as la note d'éco-conception de ton idée ou est-ce que ton équipe, ou je ne sais pas comment ça fonctionne dans ton département, comment vous allez gérer cette partie-là? C'est-à-dire qu'il va falloir que toutes les innovations, et à quel moment elles vont passer par ce livre? Donc effectivement, la note dont parlait Marion, donc nous on l'a un peu customisée en fait, on l'a personnalisée à notre entreprise, avec des critères donc c'est lié donc aux emballages, à la recyclabilité, aux matériaux recyclés, aux ressources fossiles ou non fossiles, au poids d'emballage, enfin voilà, tout un tas de critères qui font du sens chez nous et qui vont venir en fait, cette checklist va être contrôlée à 2 étapes, 3 étapes en fait de notre processus d'innovation qui nous pousseront, si on n'est pas au bon scoring, à avoir la discussion, à aller chercher une autre solution pour s'améliorer. Je voulais savoir que par rapport à ces outils, enfin c'est une question pour toutes les deux, mais aussi pour vous, par rapport à cet outil justement d'évaluation et de notation, est-ce que, parce que j'imagine que les notions même d'éco-conception peuvent évoluer, c'est pas des choses qui sont coulées dans le marbre, comme vous le disiez, il y a une norme, enfin bon, tout ça c'est des choses qui sont mises en place. Est-ce que vous avez prévu dans vos process
la mise au point de cet outil, c'est-à-dire l'évolution de cet outil pour prendre en compte de nouvelles considérations. Alors, c'est vrai que vu que c'est un système de notation, c'est un peu comme Bicorp, sauf que Bicorp, c'est à l'échelle d'une entreprise. Là c'est plus au niveau des gammes. C'est un outil qui, effectivement, qu'on peut faire évoluer. On l'a développé de manière à ce qu'il puisse être utilisé de manière autonome. Donc, ce n'est pas une souscription à un logiciel, hein, ça a été développé sous Excel, donc c'est relativement agile. Et on a l'objectif, effectivement, de pouvoir le mettre à jour en fonction du contexte. Ça n'a pas été prévu, mais c'est tout à fait faisable. Et aussi parce que cette note, c'est un système d'amélioration continue. Donc si aujourd'hui il faut 65 sur 100 pour être éco-conçu en interne et pour pouvoir ensuite le claimer par exemple, demain, les critères et les seuils que je vous ai présentés tout à l'heure, on va les faire évoluer pour que ce soit vraiment un process d'amélioration continue, presque sans fin, on va dire. Donc oui, vu que c'est un outil vraiment agile, sous Excel, on peut tout à fait faire évoluer les critères et leurs pondérations. Alors, il y avait un monsieur peut-être au fond qui avait levé la main au début. Comment vous embarquez dans cette démarche justement les parties prenantes, notamment les imprimeurs, voire les fournisseurs de pâtes ou autres, qui peut-être ne sont pas chez l'imprimeur, Alors aujourd'hui, nos fournisseurs d'emballage, qui sont en général des imprimeurs aussi, sont pas sollicités à proprement parler dans le cadre de notre processus d'innovation, mais lorsque ils vont être sollicités en fait, pour développer des parties en fait, de l'offre de manière très transparente, ça c'est plutôt les services achats et R&D en fait, qui échangent avec eux, vont leur partager les critères clés dans nos briefs en fait. Dans nos briefs aujourd'hui, il est prévu du coup des critères qui n'étaient pas forcément prévus, ou alors qui n'étaient pas forcément explicités précédemment en fait, formalisés. Donc voilà, c'est plutôt dans les briefs en fait, dans les cahiers des charges. C'est intéressant sur la partie, peut-être même pour d'autres entreprises qu'on a pu accompagner, ça va dépendre de la volonté de l'entreprise d'ouvrir plus ou moins la co-construction à cet outil. Donc c'est vrai que souvent on a déjà multimétier en interne, on peut avoir des éco-organismes pertinents, donc il y avait Citeo par exemple qui était dans le processus. Pour Maison du Monde, on avait intégré écomobilier, on avait intégré des fabricants de matières. Donc voilà, on ouvre en fonction, je dirais, de la volonté d'ouverture de l'entreprise, en fonction de l'écosystème déjà en place, mais ce serait tout à fait, en tout cas, tout à fait faisable d'intégrer un primaire par exemple, ou des fournisseurs effectivement d'emballage. Oui. Bonjour. Alors, pour rebondir sur cette question, mais plus sur la partie consommateur, la partie prenante, dans quelle mesure est-ce que vous voulez les impliquer, leur communiquer tout ce que vous faites pour les aider à faire un choix Donc là, effectivement, c'est une question qui est un petit peu connexe en fait au sujet qu'on a abordé. Aujourd'hui, en termes de co-construction, les consommateurs ont fait pas mal de choses avec les parents, puisque nous, on a un consommateur qui est le bébé, mais via leurs parents. Donc on fait beaucoup de co-construction, qu'elle soit produite, et historiquement, elle a beaucoup été produite. Dans notre processus d'innovation, c'est vraiment fait via des groupes en quali, en quanti, avec beaucoup de parents, et aussi en ethno, en fait. Donc c'est quelque chose qui est déjà un peu dans nos ADN. On va plus loin avec des choses comme la cueillette des curieux, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est extrêmement spécifique à notre métier, mais en tous les cas pour effectivement essayer de construire au maximum avec les parents. Sur la question des emballages, on a essayé effectivement et on a contacté pas mal de parents pour les faire réagir sur le sujet, et à travers certains projets un peu iconiques en fait qu'on aura à gérer, ce sera fait, ça fait vraiment partie intégrante de notre façon de travailler. Je suis ravie de pouvoir demander. Oui, sur les packs, oui, sur les packs. Et en usage, voilà. Pour apporter peut-être un élément de réponse aussi, on utilise pas mal d'études de Citeo, qui a été faite auprès de 2500 Français, qui est très très bien faite sur la perception, la compréhension de ce qu'est un emballage éco-responsable. Ça, on l'utilise pas mal. Sur de la co-construction d'outils, clairement, on n'interrogera pas les consommateurs, parce que je pense que ça ne va pas les intéresser. On va peut-être pouvoir les intéresser au moment de la valorisation. Ok, j'ai fait toute cette démarche, tout ça c'est masqué, c'est une partie immergée, les consommateurs n'y ont pas du tout accès, et c'est légitime de se dire pour une entreprise, ok, j'ai fait tout ça, quelle est la meilleure façon finalement de le raconter à mon consommateur sur le produit,
à l'échelle de mon produit ou à l'échelle de l'entreprise. Donc là, effectivement, on va plutôt pouvoir être dans un process avec des focus group ou des plateformes online pour co-construire avec les consommateurs. Et après, ce qui est un petit peu, enfin, du coup, chez moi, un peu plus spécifique sur la partie incubation, c'est qu'on va être sur certains sujets, certains projets, on va mener en fait des expérimentations. Donc là, vraiment de vente en réel, pas du tout d'études, hein, mais bah, après on pourra appeler une expérimentation une étude aussi, mais vraiment de vente en réel sur des périodes limitées, sur un nombre de personnes, enfin vraiment sur des labs géographiques assez petits. Ça, c'est vraiment notre façon de travailler du coup en équipe. Excusez-moi, j'ai bien vu. Une petite dernière, je crois que vous étiez peut-être. Mathilde, je suis partie d'un cabinet en conseil sur les achats responsables, peut-être BuyerWay. J'avais une question sur comment vous garantissez l'objectivité en fait, de la notation de votre process. J'ai bien compris que ça se basait sur des ACV, mais voilà, on sait les limites aussi que justement les consommateurs peuvent reprocher parfois si c'est trop construit en interne. Donc voilà, en plus des ACV et de l'intervention de l'ADEME ou d'autres experts et des femmes comme ça, comment vous garantissez justement la neutralité, l'objectivité de la note? Pas se noter uniquement sur quelque part quelque chose qui nous arrange. Bah, cette note, c'est vrai qu'elle est robuste, elle a une certaine objectivité parce qu'elle est principalement construite sur des référentiels qui sont des référentiels tiers. Donc quand on prend l'ADEME comme référentiel, quand on prend le PEF, donc l'équivalent des référentiels au niveau européen, quand on prend pareil les recommandations de certains syndicats ou de l'éco-organisme du secteur, on est quand même sûr qu'on n'a pas loupé les principaux enjeux environnementaux et qu'on les pondère. Après, ça c'est un échange aussi en itération avec l'équipe hein, pour que les attentes des consommateurs ne soient pas surpondérées dans la note et qu'on se retrouve avec un impact hyper important qui soit totalement sous-pondéré. Donc, en général, les entreprises qui sont dans ces démarches-là, de toute façon, sont dans une démarche, on va dire, d'honnêteté, de volonté réelle d'améliorer les choses. Donc, c'est beaucoup sur les sources sur lesquelles on s'appuie, les référentiels de départ. Et effectivement, le fait que les ACV viennent robuster l'ensemble. Alors, on peut dire que l'ACV a ses limites, c'est sûr. Hein. Bon, en tout cas, sur des sujets d'emballage et de meubles, les bases de données sont quand même elles ont une bonne robustesse. Donc, on ne pourrait pas s'appuyer sur quelque chose de plus robuste de toute façon. Donc, c'est beaucoup, voilà, les référentiels et puis les ACV qu'on fait en plus qui permettent de rendre la chose robuste. Et puis peut-être juste confirmer aussi qu'elle n'est pas communiquée telle qu'elle. Cette note, c'est avant tout une note pour l'interne. C'est avant tout pour s'améliorer, plus que pour être communiquée en tant que telle. C'est un outil destiné à l'interne. Et qui a été vraiment... Enfin, on aurait pu... On a des équipes R&D qui sont performantes, techniques, qui avaient déjà beaucoup d'outils. Hein. Enfin, on est assez bien équipés. Techniquement, on aurait très bien pu, avec un peu de temps, un peu de motivation, essayer de le faire tout seul. Il n'était pas possible... Enfin, je pense que ça fait un moment qu'on travaille ensemble, mais il n'était pas possible pour moi d'avoir quelque chose qui, dans notre process, nous permette de nous améliorer, enfin, qui ne soit pas validé et co-construit par des gens de l'externe et qui vont de temps en temps éviter qu'on aille un peu vite. Hein, et ça, c'était vraiment important. Et donc, on a parlé de l'ADEME, de Citeo, hein, qui est quelque chose qui est important pour les produits de grande conso. Enfin, voilà, on a eu des sessions longues de travail avec eux pour rendre ça suffisamment robuste et sans que nous, on se laisse un peu emporter dans notre façon d'opérer. Donc, c'est un élément important. Il y a une question devant. Alors, j'avais une question. Je suis Delphine Pavois, je travaille pour un institut d'études marketing. Ce n'est pas forcément sur l'emballage, même si on travaille en test de packaging. Ma question, c'était plus comment on peut mettre en place cette note d'éco-conception pour une industrie dont le produit final est un service. Oui, alors c'est intéressant. En fait, on n'est pas rentré trop dans la profondeur de l'analyse de cycle de vie, mais l'analyse de cycle de vie, finalement, ça s'applique à un système. Donc je pourrais faire une ACV d'un pays, je pourrais faire une ACV d'un salon, parce qu'en fait, derrière n'importe quel système, n'importe quel service, derrière, il y a des infrastructures, il y a des flux, il y a des déplacements de personnes. Tout est produit in fine, quoi. Rien de 100% dématérialisé. Donc en fait, qu'on parle d'un service ou d'un produit, on va délimiter un périmètre. Et si c'est un service, on va réfléchir à l'étape, le cycle de vie, comment ce service est opéré, est rendu. Et on va regarder ce qui intervient et quels sont les impacts à quel moment du cycle de vie. Et certainement qu'on va avoir des déplacements, qu'on va avoir
de la consommation d'énergie. Voilà. Finalement, service, c'est des produits, des infrastructures. Vous avez ce genre de clients aussi dans les services? Alors, on n'a pas fait de note dans les services, mais c'est vrai que dans la partie usage, que dans les notes d'éco-conception, sur toute la partie usage du consommateur, bon, quand je consomme un petit pot au bébé, il n'y a pas spécialement d'impact, parfois on ne réchauffe même pas, donc il peut y avoir un réchauffage. Mais si demain on est sur des emballages qu'on réutilise, sur des scénarios où il va y avoir une expérience utilisateur un peu plus compliquée, bah là on va être sur un service. Il va y avoir, que ce soit de la consigne, que ce soit du réemploi ou du re-remplissage. Et donc ce service de réemploi ou autre on va avoir tout un tas d'impacts. Donc on le fait, ça l'évaluation environnementale, sur des nouvelles expériences utilisateurs dans lesquelles il y a du service. On ne l'a pas formalisé sous une note de co-conception, mais ce serait tout à fait faisable. Oui. Je m'appelle Pauline Dorlec, je travaille chez Garin. J'avais une question sur la manière dont vous fixez en fait votre pilier d'éco-conception. Est-ce que, par exemple, vous dites de 0 à 100, est-ce que vous dites pour un produit soit éco-conçu, qu'il est, je sais pas, 60, et est-ce que c'est une moyenne pour chacun, enfin une note que chaque produit doit atteindre, ou est-ce que vous faites quelque chose de personnalisé, je sais pas, un petit pot, qui est 80 parce que et comment est-ce que vous avez fixé Étalonné. ce seuil de bon, il passe la barre? Le fait de fixer le seuil, c'est bon, il passe la barre, ça a été beaucoup d'échanges, justement avec Maobi, enfin pas qu'en interne en fait, parce que forcément on pouvait avoir quelques biais. Il a été important en fait de le fixer à aujourd'hui, donc avec que ce soit l'Adem-Cité ou Maobi, et se dire que le à aujourd'hui n'est absolument probablement pas le même chiffre que dans 18 mois et en 2025. Et donc c'est voilà, c'est quelque chose qui va bouger. Et aujourd'hui, on est plutôt la façon dont on l'a appréhendé pour démarrer, c'est en fait chaque famille de produits à sa note en fait. Et on ne le pondère pas au global portefeuille. Par contre, c'est une bonne idée. Je regarderai ce que ça donne si on le fait en global portefeuille aussi. Mais c'est vrai que voilà, on l'a pris plutôt à la famille. Mais c'est pas 100 quoi. Non, c'est pas à 100. Non, Mais par pas contre, 100. c'est par exemple le critère de recyclage, d'être recyclable, est un critère à partir de 2021 qui pour nous est mandaté. On peut prendre une dernière question? C'est un peu juste, peut-être qu'on peut donner rendez-vous si vous voulez, juste dehors ou sur le stand. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour poursuivre la discussion. Je ne sais pas si tu as quelques minutes aussi, Emmanuel, mais voilà, juste par respect.